Euh, bonjour. Je vois déjà les premiers effets du déconfinement. Vous êtes plus nombreux que les fois d'avant. Donc, on va pas en profiter longtemps parce que c'est donc le dernier cours pour cette année. Le séminaire va continuer demain et la semaine suivante. Et donc ensuite, le cours, c'est annoncé déjà sur le site, devrait reprendre début janvier l'année prochaine. En fait, dans le prolongement du cours de cette année, puisque je traiterai là de l'argenterie centrale asiatique, qui a des rapports avec l'argenterie sassanide dont on a parlé cette année, mais qui présente beaucoup de spécificités et à certains égards une beaucoup plus grande diversité. Voilà. Alors, vous vous rappelez, on avait donc terminé le cours précédent avec l'étude de ce plat que j'appelle le plat égyptisant, qui est au musée du Koweït, et qui, en fait, à travers les produits agricoles de l'Égypte et ses divinités, célèbre très probablement, enfin selon l'hypothèse que je défends avec mes co-auteurs, la conquête de l'Égypte à la fin de l'époque sassanide sous Khosrow II. Alors, en contrepoint à cet objet, je vais faire une petite digression et quitter provisoirement le répertoire de l'argenterie pour commenter un autre objet qui n'est pas un plat d'argent, mais qui, à sa manière, illustre aussi la présence sassanide en Égypte sous Khosrow II. Donc, c'est un tissu, une soierie, qui est à Copenhague, au musée de la Fondation David. Il a été acquis en 2011. La provenance, disons, annoncée, qui paraît la provenance réelle, étant l'Égypte. Dans les sables de l'extraordinaire conservation s'explique évidemment par les sables de l'Égypte. Alors la photo a été publiée, elle est sur le site, c'est dans le catalogue, mais l'objet n'a pas encore fait l'objet d'une étude scientifique qui en fait va être réalisée par Samra Azarnouch, qui a obtenu pour ça l'autorisation. Alors c'est un tissu exécuté selon la technique dite Samit, c'est-à-dire que c'est une combinaison de fils de soie et de fils de laine ou de coton je pense plutôt, avec des effets de relief. Et ces tissus ont pu être fabriqués aussi bien en Égypte qu'en Iran. Ce qu'on constate tout de suite, c'est que la qualité artistique est exceptionnelle par rapport au tout venant des tissus de cette époque trouvés en Égypte, qu'on appelle les tissus coptes, dont on a une assez belle collection au musée de Cluny. Alors, le motif qui est répété, donc j'ai pris plusieurs extraits, c'est un roi qui trône en majesté, un roi de type sassanide, avec sa couronne, et on voit tout de suite que le trône, c'est pas réaliste, c'est symbolique, mais le trône est supposé porter par deux béliers. Et ça, c'est la position des pieds, les jambes, habituelles pour les rois sassanides. Également le nimbe autour de la tête. Alors, la position, les supports en bélier sont exceptionnels sur les trônes sassanides, c'est le seul cas. Parce que normalement, sur les trônes sassanides et post-sassanides, les trônes reposent sur des pégases, on en a vu dans les cours précédents, et puis sur certains plats post-sassanides, sur des lions. Mais c'est le seul cas où c'est sur des béliers. Alors il y a un autre détail qui est tout à fait insolite, c'est que, vous voyez, le roi tient en main deux fleurs stylisées, voilà, ici, et d'ailleurs on retrouve le motif floral par ailleurs, ainsi d'ailleurs que les béliers.
Alors, on identifie généralement ces fleurs comme des lotus. Bon, c'est pas, les botanistes sont un petit peu sceptiques sur des identifications biologiques précises, botaniques précises pour des objets aussi stylisés, mais enfin, il s'agit évidemment de fleurs. La couronne est du type sassanide tardif qu'on trouve, disons, à partir de Péroz, fin 5e siècle, jusqu'à la fin. Généralement, on l'associe à Khosrow II. On reconnaît encore bien les composantes, les ailes, le motif astral au sommet. Bon, ici, c'est stylisé. C'est une lune et un soleil. Et le bandeau de perles et la masse de la chevelure des deux côtés, les grosses perles aux oreilles. Alors, c'est la seule image de roi sassanide qu'on ait sur une soierie, où que ce soit. Il y a une seule exception, c'est une jambière du Louvre qui représente aussi un roi sassanide et qui, elle, est apparemment clairement attribuée à l'Égypte. Et puis, par ailleurs, c'est l'une des seules images sassanides d'un roi tenant une fleur. On a des personnages tenant des fleurs sur des sceaux privés. Alors, il y a un autre cas, c'est le relief de Bar-Midelak, où on voit le roi Bahram II qui se fait offrir une fleur par sa femme. On a dit parfois que c'était la déesse Anaïta, mais bon, je pense plutôt avec d'autres qu'il s'agit d'un relief conjugal qui célèbre la famille royale. Bon, il se trouve que comme sa femme était en même temps soit sa sœur, soit sa cousine, ça manifestait la cohésion du clan royal et il s'apprête à recevoir la fleur. C'est le seul cas. Alors, l'interprétation à laquelle Samra et moi avons pensé, c'est l'illustration d'une fête particulière qui s'appelle le Bahar Jashn, la fête du printemps. C'est-à-dire que c'était en fait le Nowruz, mais le Nowruz du calendrier qui avait été réformé sous Péroz. J'en ai parlé lors de cours précédents. Donc, dans la réforme de Péroz, on a institué le Nowruz là où il avait été au début de l'époque du calendrier zoroastrien, c'est-à-dire à l'équinoxe de printemps. Le problème, c'est que l'autre Nowruz qui avait été décalé dans le temps par l'évolution du calendrier a continué à être célébré. On s'est retrouvé avec deux Nowruz. Le Nowruz principal restant quand même celui qui alors était célébré, se retrouvait célébré plutôt à l'été. Alors le Nowruz de l'équinoxe de printemps se trouve appelé chez Biruni le Nowruz des mages, parce que c'est le Nowruz officiel, c'est celui qu'on avait réinstitué. Le texte essentiel sur cette fête est donc dans Biruni, la chronologie, quand il parle des fêtes du calendrier sassanide. Les rois kayyanides, quand il dit kayyanides, il s'agit évidemment pas des kayyanides héroïques, c'est le terme général pour parler des rois d'Iran. Les rois kayyanides appelaient ce jour Bahar Jashn. C'était le premier jour où apparaissaient les Khorsan Farah, qui étaient au temps des kayyanides des renards volants. Oui, alors j'en ai parlé de ça. C'est un des arguments, même c'est l'argument principal, qu'on a pour considérer que les petites bestioles diverses qui volent au niveau de la tête des personnages, par exemple sur la peinture sogdienne, et apportent des couronnes, des rubans, etc., sont des farahs, c'est-à-dire l'incarnation du principe de la fortune, de la gloire royale, etc. Quant à Khorsan, on a parfois lu Khorasan, c'est-à-dire, donc évidemment, là, ça ferait référence à l'iconographie d'Asie centrale. Mais c'est plus probablement Khorasan, qui est en fait une répétition, c'est un
c'est un pléonasme. Ça, c'est la fortune fortunée. Bon. Qui était au coordonnées des renards volants. Ce jour se trouvait non loin de l'entrée du soleil dans le signe du bélier. Alors voilà, là c'est l'argument essentiel. Ça expliquerait que le roi est sur un trône porté par des béliers. Ce jour-là, on apportait au roi les premiers fruits qui sortaient des fleurs. Voilà, alors nous pensons que ce texte explique les particularités de cette image, c'est-à-dire le trône de bélier et les fleurs tenues par le roi. Alors, voilà un témoignage intéressant d'échanges culturels, disons, à un niveau symbolique quand même très raffiné, entre l'Égypte et l'Iran pendant la brève période d'une vingtaine d'années où l'Égypte a été conquise par les Sassanides. Bien. Alors, revenons au plat. Il y a un seul objet qui est vraiment comparable dans son ensemble au plat égyptisant. C'est un plat connu depuis longtemps, qui est au musée historique de Moscou et qui représente le triomphe de Dionysos. Alors, on reconnaît les personnages. Voilà Dionysos, juvénile, sous la vigne, évidemment. Alors, il est sur un char, mais sur un char qui est devenu complètement méconnaissable. Hein. C'est un rectangle avec une roue, actionné par des petits amours. Ariane est assise sur le char. Devant, on a donc des petits amours cochés, mais ils ont un petit peu perdu leur fonction. C'est dissocié. Mais on voit très bien que dans le modèle, il fouettait les chevaux. Bon. Des femmes avec des écharpes et une pose de danse, ce sont évidemment les Ménades. Et curieux personnage à l'arrière, il a une petite queue qui l'assimile à un satyre. Mais il tient la massue sur l'épaule. Et il tient une espèce de peau. Enfin, on voit toujours la tête du lion ici, vous voyez, c'est Héraclès. C'est Héraclès, mais réinterprété en satyre. Et en bas, une scène burlesque avec donc, des musiciens et une panthère qui boit du vin, puisque le char de Dionysos est supposé, le triomphe de Dionysos, c'est l'arrivée de Dionysos en Inde, et donc son char est supposé tiré par des panthères, et il va introduire en Inde la viticulture, redécouverte par les soldats d'Alexandre, quand ils se sont aperçus que dans la vallée du Kunar, près de Kaboul, il y avait des vignes, ils ont compris, Dionysos était déjà passé par là. Bien. Donc, ce plat n'est pas issu du même atelier que le plat égyptisant, mais ils ont pas mal de choses en commun. La technique, certains détails, par exemple, la façon dont les pieds sont rendus, les drapés, et puis la composition d'ensemble. On a dans les deux cas un dieu qui se prélasse sur un siège, des images de petits garçons, et en bas, une scène burlesque qui implique un animal. Alors ici, c'est une mangouste qui joue à la balle, et dans le cas du plat de Dionysos, c'est la panthère qui boit. Mais vous voyez, la façon dont le pied est représenté, les détails des drapés, montrent qu'on est, disons, dans la même ambiance artistique. Alors, et dans les deux cas, très important, l'image insiste sur un produit de la terre. Ici, c'est la vigne, et dans le cas du plat égyptisant, c'est le blé qu'on voit chargé en haut dans un bateau. Alors, mon hypothèse, qui est celle aussi de Samra Zarnouch et de Eleni Fragaki, avec qui je publie le plat égyptisant, ça va sortir incessamment, ces deux plats ont été produits dans un même contexte sassanide tardif, ou du moins dans une même ambiance idéologique liée à l'euphorie des conquêtes à l'ouest. Alors, il y a quand même une différence importante, c'est que, contrairement au plat égyptisant,
qui n'a pas de précurseur direct, le plat de Dionysos est l'aboutissement d'une série antérieure. Donc c'est plutôt lui qui aurait servi, disons, les plats de sa famille, qui auraient servi de modèle à l'autre, plutôt que l'inverse. Alors, à l'amont, on a un plat bactrien, sans doute du IVe siècle. Vous reconnaissez Dionysos. Le char est un tout petit peu plus reconnaissable. On a les Ménades qui sont devant. On a Ariane qui là est vraiment réduite à pas grand-chose. On a la panthère qui boit. Et on a à nouveau Héraclès. Mais là, Héraclès n'a pas encore été assimilé à un satyre. Vous voyez, il n'a pas la queue. Bien. Alors, cette composition, et on a la vigne, cette composition remonte elle-même à des compositions hellénistiques tardives. Un bel exemple ici au British Museum, au musée de Naples, une entaille. Voyez, donc, Dionysos, Ariane, il y a un peu plus de tendresse dans le couple que dans les autres objets, les petits cochers, les Ménades, là le char est vraiment un char, différence importante, Héraclès n'est pas encore introduit dans la scène. Voyez. Alors, bon, la chose, il y a un enrichissement possible mais qui est problématique, c'est qu'il y aurait une imitation du plat que j'ai montré donc au début, le plat du musée de Moscou, dans un plat qui est maintenant à la Freer Gallery à Washington, dont les photos circulaient sur le marché des antiquités à la fin des années 70. Moment où Paul Bernard et moi avons examiné les photos, et ça nous a laissé extrêmement sceptiques. On s'est quand même demandé si ce n'était pas là une copie moderne, enfin disons une copie, une imitation moderne du plat du musée de Moscou connu depuis longtemps. Voilà, alors je n'ai pas connaissance vraiment d'analyse physique qui aurait été menée. Bon, maintenant j'ai un petit peu un doute. Alors voilà, le gros problème, vous voyez tout de suite, c'est que Dionysos est féminisé, ce qu'il n'est pas du tout dans les autres exemplaires. Alors, je sais bien, on finit toujours par trouver dans l'iconographie antique tardive des images de Dionysos féminisées, mais enfin, ça paraît un peu bizarre. Ceci dit, entre-temps, je me suis aperçu que, en interprétation iranienne, Dionysos parfois traduit le nom de la déesse de la terre, Spenta Armaiti, Spandarmat. C'est resté comme ça en arménien. Donc, est-ce que malgré tout, ça ne serait pas un plat authentique avec une volonté de réinterprétation iranienne? Spenta Armaiti, ça va bien avec les produits de la terre. Pour le moment, je ne conclus pas sur ce plat. Alors, il y a une remarque décisive de Boris Marchak sur le plat du musée de Moscou. C'est que sur la tunique, la jupe de Dionysos, à deux endroits, on ne voit pas sur la photo, mais on voit sur d'autres, se trouve un motif avec une croix de type grec, avec un tressage autour. Et ce motif n'est pas rajouté. C'est dès l'exécution du plat qu'on l'a introduit. Donc évidemment, on a voulu dire quelque chose. Alors Marchak a eu une hypothèse astucieuse qui est, on a voulu montrer que Dionysos était un personnage byzantin. Et la manière, disons, voilà, on va parler comme les Iraniens de l'époque, on va dire Roumi. Et la manière de montrer que c'est un motif Roumi, eh bien à l'époque, c'est l'Empire byzantin, on est au début du 7e siècle, on va mettre une croix. Tout le monde va comprendre qu'on est à l'ouest, qu'on est à Byzance. Prudence Harper a de son côté une interprétation plus terre-à-terre. Elle pense que tout simplement le propriétaire était chrétien et qu'il aurait fait. Bon, moi j'aime bien l'hypothèse de Marchak.
qui irait à ce moment-là, qui permettrait de raccrocher l'intention qui a présidé à l'exécution de ce plat avec celle qui a présidé à l'exécution du plat égyptisant. Dans les deux cas, on célèbre des conquêtes à l'ouest. Et dans les deux cas, on célèbre ces conquêtes en exaltant la prise de possession des produits de la terre. Donc, le message du plat de Dionysos, dans ce contexte précis, c'est « nous buvons le vin des Roumis ». Et le message du plat égyptisant, c'est « nous importons le blé d'Égypte ». Très important parce que le blé d'Égypte servait à nourrir Byzance et à partir de la conquête sassanide, il sert à nourrir, je ne dirais pas l'Empire sassanide, mais il sert au moins à nourrir les armées de l'Ouest. Bien. Voilà, ce serait l'ambiance idéologique et les territoires occidentaux, dans l'un et l'autre cas, seraient symbolisés par leurs dieux nationaux et leurs produits agricoles. L'idée de célébrer une conquête par la représentation des produits de la nature et de l'agriculture est consubstantielle à la propagande royale iranienne. C'est elle qui est à l'origine de la création de ce qu'on appelait les paradis dès l'époque achéménide, où on mettait le maximum d'animaux sauvages, d'animaux domestiques, d'arbres, de crues viticoles et aussi de femmes et de chevaux récupérés, importés des pays qu'on avait conquis. C'était une façon de montrer la prise de possession des territoires. Donc, voilà, je pense qu'on peut continuer à travailler sur cette ligne d'interprétation. Alors, pour terminer avec ce thème, je m'excuse de la faible lisibilité de l'image, mais c'est de l'or, alors ça brille beaucoup. Voilà un plat qui représente à nouveau, sur un char, tiré en l'occurrence non pas par une panthère, mais par un centaure qui boit dans une corne. Voilà Héraclès, non, voilà Dionysos, barbu, qui boit et qui tient le thyrse avec la pomme de pin. Et voilà Héraclès avec sa massue. Alors, ça montre, cet objet est très intéressant pour nous à plusieurs égards. Il montre, je vous ai rappelé que Héraclès s'est retrouvé inséré dans la composition du triomphe de Dionysos tardivement, au cours de l'époque sassanide. Au début, il n'y est pas. Et là, ils sont vraiment associés. Ils sont tellement associés qu'Héraclès est monté dans le char. Ce dont on n'a pas d'exemple dans les représentations gréco-romaines. Et c'est la représentation en fait d'un épisode connu. C'est Héraclès et Dionysos se sont livrés à un concours de boissons pour savoir lequel des deux tenait le mieux l'alcool. Bien. C'était déjà des Russes. Bon. Et cet objet est en fait une copie à la feuille d'or, une impression à la feuille d'or, d'un plat vraisemblablement exécuté au Gandhara, mais cette copie à la feuille d'or a été retrouvée dans une tombe à Datong, donc chez les Wei du Nord, 5e siècle, la première capitale de l'empire des Wei, qui importait, on sait que l'aristocratie Wei importait des objets précieux de l'Ouest, et notamment des plats métalliques. Donc voilà, c'est une façon d'illustrer la popularité de ce thème. Alors, le thème, l'association de Dionysos et Héraclès, c'est une très vieille histoire. Dans les territoires, disons, est-iraniens, en Iran et dans les territoires est-iraniens, ça a un lien précis avec la figure d'Alexandre. C'est qu'Alexandre a revendiqué le patronage avant tout de ces deux divinités-là. Héraclès était l'ancêtre mythique de la dynastie macédonienne et Dionysos l'avait précédé dans les conquêtes en Inde, comme j'ai déjà dit. Quant à Héraclès, il était le conquérant de l'Ouest, puisqu'il est allé
jusqu'au jardin des Hespérides, au détroit de Gibraltar. Donc c'était évidemment, c'est Alexandre qui se plaçait sous l'égide des deux grands conquérants divins du passé, Dionysos à l'est, Héraclès à l'ouest, et cette association a subsisté en contexte notamment iranien et centra-asiatique. Alors, je vais en venir maintenant, donc là j'en ai terminé avec, disons, le répertoire le plus officiel, et généralement qui entoure la figure royale ou la célébration des conquêtes royales. Alors, mais il existe un autre répertoire, surtout sassanide tardif, c'est le répertoire, disons, je dirais commodément, des scènes exprimant la douceur de vivre. Alors, tout de suite, je dois dire qu'il s'agit d'objets à caractère surtout privé, pas royaux. On a quand même un cas, à mon avis unique, et puis apparemment ça a l'air vraiment authentique parce que c'est dans les collections depuis longtemps, où on a ce type de scène très familière où est impliqué un roi. C'est le plat de Baltimore qui représente un roi, disons, dans une position assez tendre, avec une favorite qui lui tend, avec une reine ou une favorite qui lui tend une couronne et lui fait de la main un signe de respect. On voit qu'ils ont festoyé, puisque, vous voyez, ils ont mangé du sanglier. Donc, voici les têtes en bas. Bien. Ils boivent, bien. Le roi, alors le roi, on l'identifie très bien, c'est Yazdgird II, 438-457, d'après ses monnaies, c'est vraiment sa couronne. Il n'y a pas de raison de penser que ça n'est pas lui. Stylistiquement, ça correspond à cette période. La femme a des cornes sur la tête. C'est pas vrai, c'est pas une couronne de reine. Mais on sait que les favorites pouvaient porter des couronnes de fantaisie. Et justement, on a ici le sceau au cabinet des médailles d'une femme qui est intitulée comme étant la très chérie Frestanmag du roi Shapur III. Et elle a le même type de couronne sur la tête. Donc c'est vraisemblablement, c'est pas une scène officielle, c'est pas la reine, c'est une concubine favorite. Et ils échangent, vous voyez, ils échangent ces espèces d'étranges couronnes. Alors c'est un motif qu'on trouve assez souvent dans les scènes de couple, qui n'est pas complètement élucidé. Alors, un jour, il y a longtemps, j'étais tombé sur un passage dans un texte persan, je pense, alors où on parlait d'un couple d'amoureux royaux qui s'échangeaient des couronnes pendant qu'ils festoyaient. J'ai recherché après dans Khosrow et Shirin, Vissuramin, les romans amoureux de l'Iran. Je n'ai pas retrouvé le passage. Si quelqu'un arrivait à me le retrouver, je serais extrêmement reconnaissant. Ce qui est curieux, le roi Yazdgird II n'est pas particulièrement connu par ses amours, contrairement, mais il y avait des romans d'amour sur Ardashir, sur Bahramgur, j'ai montré, ça c'est d'ailleurs mal fini, comme je l'ai montré avec la favorite qu'il a fait écraser par son chameau, et Khosrow II avec sa favorite Shirin. On n'a pas d'histoire d'amour attachée à Yazdgird II, mais ça a bien l'air d'être lui. Voilà, on avait pensé un moment qu'elle tenait des castagnettes, mais évidemment c'est pas ça, elle tient un pan de sa robe. C'est le seul cas de ça. Alors ici, est-ce que c'est du plof, du palao? Peut-être plutôt une préparation, moi je dirais plutôt une préparation sucrée, du type barbe à papa. Samra, dans sa thèse, a montré que la gastronomie sassanide était très friande de ce genre de choses. Donc, il est assis sur des coussins, comme une scène royale normale, mais visiblement d'un caractère. C'est évidemment une commande privée du souverain.
Bien. Alors, on va en venir maintenant aux autres catégories de ce répertoire. Dans le dernier ouvrage général paru sur l'argenterie sassanide, c'est-à-dire le catalogue de l'exposition au musée Cernouchi en 2006, Harper et Marshak sont d'accord dans leurs contributions respectives pour affirmer que ces thèmes, qu'on peut dire mondains, deviennent beaucoup plus abondants à l'époque sassanide tardive, c'est-à-dire à partir de la fin du Ve siècle. Et selon eux, eh bien, l'arrivée de ces thèmes reflèterait les goûts des nouvelles catégories sociales qui arrivent alors sur le devant de la scène et qui concurrencent la vieille aristocratie des 6 familles. Hein, ces nouvelles catégories sociales, ce sont d'une part la petite noblesse, disons la noblesse de service des Ozordan, les nobles, que plus tard à l'époque islamique ancienne, on va appeler les Dehkan, c'est la noblesse de service. Ce sont les gens ce sont des militaires d'élite qui reçoivent leur équipement de l'État. Contrairement aux armées de l'époque antérieure qui étaient organisées, mobilisées par les grands aristocrates. Et autre catégorie sociale qu'on peut supposer à l'arrière aussi de ce répertoire, ce seraient les classes marchandes urbaines. Mais à vrai dire, les classes marchandes urbaines de l'époque sassanide, on les connaît extrêmement mal. Alors, ces catégories seraient supposées plus ouvertes au modèle étranger, qu'on voit vraiment très abondamment dans ce répertoire. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, parce qu'à mon avis, à l'époque sassanide tardive, le goût cosmopolite se retrouve aussi dans les commandes de cour. On vient de le voir avec le plat égyptisant et le plat de Dionysos. En tout cas, on a des nouveaux... ces scènes sont sur de nouveaux supports, de nouveaux types de supports qui sont inspirés directement de Rome et de Byzance. Hein. On a des bouteilles, des aiguières, des coupes-papier. Alors ce type de vase avait existé au début de l'époque sassanide et puis semble avoir un peu plus ou moins disparu et réapparaissent massivement à la fin. Les modèles byzantins et romains de ces vases sont soupçonnés mais ne sont pas encore vraiment étudiés dans le détail. C'est des recherches à faire. Toujours dans la même idée d'une démocratisation des arts somptuaires, Marshak et Harper notent à cette époque la plus fréquente apparition de vases de bronze blanc, ce qu'on appelle en latin le speculum, qui sont évidemment des substituts à l'argent. Ça rappelle tout à fait un phénomène qu'on a en Sogdiane à Penjikent au 7e, 8e siècle. On voit apparaître des cruches en céramique, mais qui sont recouverts de poudre de mica. C'est du simili. C'est pour... voilà, c'est l'argenterie du vulgum pecus. Voilà. Et on aurait un peu un phénomène comme ça avec ce type, avec ce matériau. Alors, l'origine privée de ces types de vases pourrait expliquer qu'au moins pour la production sassanide, pas tellement pour l'Asie centrale, mais les vases, disons, à caractère privé sassanide, se sont en général retrouvés, pour beaucoup d'entre eux, on les a trouvés, quand on connaît le contexte, c'est la minorité des cas, on les a trouvés dans les régions caspiennes, comme si c'était en fait des bijoux de famille qui auraient été évacués avec l'émigration de familles zoroastriennes après la conquête arabe, phénomène qu'on connaît. Les provinces caspiennes ont servi de refuge à une partie de l'aristocratie, et pas seulement de l'aristocratie sassanide. On ne les trouve pas tellement dans des contextes d'exportation. Les plats royaux, dans leur majorité,
on les retrouve, sassanides, on les retrouve loin à l'est, en Asie centrale, où après ils se sont retrouvés emmenés par le commerce dans l'Oural, ce qu'indiquent les inscriptions laissées par les marchands de Sogdiane et du Khorezm qui les avaient, qui après en avaient fait trafic. On a l'impression là, avec ces lieux de découverte généralement en dehors des limites de l'Empire, que ces plats, à l'origine, avaient fonctionné comme cadeaux diplomatiques. Ce qui expliquerait que très tôt, ils sont sortis de l'Iran et que là, voilà, ça explique comment on les retrouve. Et dans ce cas-là, on ne les retrouve pas, ces plats privés, on ne les retrouve pas tellement dans des contextes qui peuvent laisser supposer une exportation officielle au début. Ce serait plutôt, effectivement, des trésors privés. Alors, le répertoire peut être en fait commenté sous 3 angles. Je dirais qu'il y a les scènes, qu'on va dire paradisiaques, des cadeaux de bon augure, et des scènes célébrant la vie conjugale. Alors, les scènes paradisiaques, généralement, ça se présente comme, voilà, un décor d'arcade qui n'a rien d'architectural, c'est complètement fantaisiste, qui évoque un palais ou le paradis. En Iran, c'est la même chose. Symboliquement, ça revient au même. Avec des figures généralement féminines, qui parfois dansent, parfois non, sont généralement vêtues, mais avec des vêtements transparents, et portent des vases, des fleurs, des oiseaux, des vases, des fleurs, des oiseaux, des branches, voilà. Et puis par ailleurs, alors ici c'est sur le même plat, on a ce qu'on appelle les amours vendangeurs, des petits personnages masculins qui ont une corbeille qui vendangent. Bien. Alors il y a eu pendant longtemps une longue discussion sur l'identité de ces femmes demi-nues. La théorie dominante, peut-être jusqu'aux années 60-70, c'était d'y reconnaître soit la déesse Anaïta, la déesse des eaux, soit des prêtresses d'Anaïta ou de l'entourage d'Anaïta. Bon, on n'y croit plus maintenant. C'est vraiment ce sont des sujets profanes, bien qu'encore une fois associés à des connotations qui évoquent le jardin de plaisance, le paradis, le palais, tout ce qu'on veut. La meilleure discussion sur l'identité de ces femmes, c'est dans le gros chapitre d'Oleg Grabar dans le catalogue d'argenterie sassanide de 1967, dont j'ai parlé au début. Et on identifie, ça c'est surtout dû à Prudence Harper, plusieurs catégories principales de prototypes romains ou byzantins. L'un de ces prototypes, c'est les sarcophages, les vases, tout ce qu'on veut, représentant les saisons ou alors les heures. Alors voilà, Dionysos sur sa panthère, qui ne ressemble pas tellement à une panthère, et ces jeunes hommes autour qui portent des corbeilles de fruits, de fleurs, etc., sont les saisons. Bien. Dans certains cas, ce sont des femmes, et ce sont les heures. Et c'est assez... ça paraît bien être à l'origine, au moins partielle, de ce type de figure. Et un autre type de répertoire gréco-romain qui est évidemment à l'arrière-plan, c'est le répertoire dionysiaque.
avec notamment le thème des amours vendangeurs. Alors, j'étais très content de trouver ce sarcophage de Salone, IIIe siècle, qui paraît être un modèle extrêmement proche, vous voyez, avec ces petits amours qui recueillent le raisin, et notamment dans des corbeilles. C'est vraiment proche de ce qu'on trouve dans ce répertoire sassanide. Alors, Marchak, bon, donc, évidemment, tout ça sont des thèmes exaltants, la joie de vivre, la fécondité, le bonheur, mais Marchak cherchait à chercher une symbolique un peu plus raffinée. Et il a attiré l'attention sur un certain texte, notamment, voilà, pour montrer un certain air du temps à la fin de l'époque sassanide, un discours supposé qu'on attribue à Khosrow Anushirvan. C'est certainement issu d'un texte Pénévi qui devait s'appeler le Karnamagi Anushirvan, mais on ne le connaît que par plusieurs transcriptions arabes, à partir desquelles on a reconstitué, le savant italien Grignaschi a reconstitué ce qui pourrait ressembler au texte d'origine. J'ai cherché l'action la plus agréable à Dieu, et j'ai trouvé qu'elle consiste dans ce par quoi les cieux et la terre se tiennent debout, les montagnes sont inébranlables, les fleuves coulent, la terre est pure, c'est-à-dire dans le droit et la justice. J'ai constaté que leur fruit est la mise en culture des pays, grâce à laquelle les hommes, les bêtes de somme, les oiseaux et les habitants de la terre vivent. Il n'est pas difficile dans ce répertoire de trouver l'illustration de ces énumérations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà, et notamment, Marchak attire l'attention sur des scènes qui pourraient effectivement représenter une sorte de... l'ensemble de la nature, avec les différents étages de la Terre, mais une nature volontairement apaisée. Hein, les fauves ne sont plus menaçants. Alors voilà ici l'élément aquatique, un arbre qui forme l'axe, des oiseaux qui renvoient évidemment au ciel, des canards qui tiennent des poissons, et une lionne apaisée, tranquille, puisqu'elle nourrit ses petits. Ce serait cette idée de la nature réconciliée, un monde harmonieux. On a ça aussi, il y en a un autre exemple ici, alors ici c'est plutôt une tigresse, mais vous voyez, c'est un peu le même principe, mais là l'insistance est mise sur l'élément végétal. Bien. Et un autre exemple encore, c'est cette joueuse de flûte qui ressemble assez à ce qu'on a au centre du plat, représentant les fêtes saisonnières que j'ai commenté précédemment, sur un griffon qui condense la totalité de la création animal, puisqu'il est à la fois un bouc, un oiseau, un lion, une plante, et on est là aussi dans un monde étagé, vous voyez, avec un paysage montagneux au fond, des arbres, bon, voilà, donc on trouve vraiment beaucoup ce type de répertoire à la fin, et ça irait, encore une fois, assez bien avec ce que Marchak considère comme un air du temps. C'est un moment où l'Iran sassanide a pensé trouver un équilibre après l'échec de l'hérésie mazdakite, les victoires sur Byzance, tout cela nourrissant une propagande sur l'harmonie générale. Alors, deuxième catégorie distinguée par Marchak, c'est ce qu'il appelle des cadeaux de bon augure. Alors je m'explique, pourquoi est-ce qu'il pense cela? Il est parti du fait que les vases islamiques, qui n'ont pas d'iconographie, ou enfin, disons généralement décorés de motifs végétaux, géométriques, etc., portent très souvent des formules de bénédiction et de bon augure. Et il s'est dit, ce qui était l'équivalent de ces formules en arabe qu'on a sur les plats islamiques, ce sont les motifs qui étaient sur les vases sassanides. Alors, il y a un exemple ici quand même bien convaincant. C'est, vous voyez, ces jeunes hommes
qui tue des lions. Là, voilà, ici, c'est un jeune homme qui enfonce sa dague dans le corps d'un lion. Et là aussi, il a attrapé le lion contre lui. Bien. En fait, il l'enserre. Et ce sont des jeunes hommes. Alors, ça fait tout de suite penser à l'épisode final du traité de cour Roslo, fils de Cawad, et un page, qui a été donc publié et commenté par Samra Zarnouch, où on montre ce jeune page qui vise à être admis à la cour dans l'entourage royal, et qui doit accomplir un certain nombre de faits distingués, et notamment un exploit, qui est de tuer de sa main un lion qui ravage la campagne environnante. Donc, une espèce de rite de passage. Et l'idée de Marchak, que je trouve très astucieuse, c'est que ce type de plat aurait pu être offert pour la naissance d'un fils, ou bien l'arrivée d'un fils à l'âge de la majorité, pour montrer qu'il est voué à accomplir ce genre d'exploit, et donc à devenir page à la cour. Voilà. Alors, enfin, on a des plats. Bien sûr, ce que je montre, c'est une petite sélection d'un ensemble extrêmement riche, très partiellement étudié, et puis en plus, il y a des exemplaires qui sortent tout le temps, et puis maintenant, évidemment, les faux sont de plus en plus réussis, et donc ça demande de plus en plus de travail pour essayer de les distinguer. Alors, il y a, voici, donc une troisième catégorie, ce serait des plats célébrant des événements familiaux. Alors, c'est un plat très connu qu'on appelle le bol sacleur, n'est-ce pas, avec une femme, ici, qui tient une fleur, et l'origine du plat est peut-être en fait est-sassanide, donc on pense, dans sa dernière publication, Harper pense que c'est fin 7e, début 8e siècle, en Iran oriental, d'après les costumes. Mais bon, ça pouvait très bien être du répertoire sassanide. Et plusieurs scènes se déploient autour de ce médaillon central qui donc ne représente pas un souverain, ni une divinité, représente une femme. Alors, voilà, on a le motif principal, c'est évidemment la même femme, puisqu'elle a cette espèce de bonnet avec un étui pour la tresse. Vous voyez, ça ressemble tout à fait au plat royal où nous avons vu Yazdgird II et sa concubine. Ils s'échangent à nouveau des couronnes, il boit, et on voit ici, on ne distingue pas très bien ce que c'est, mais évidemment c'est le banquet, allongé sur un coussin. Donc, Marchak interprète ce plat comme célébrant un mariage. Ça paraît assez vraisemblable. Et puis, il y a des festivités qui vont avec. Alors ici, des musiciens, joueurs de tambour, joueurs de harpe. Ici, des personnages qui jouent. Alors, ils ne jouent pas aux échecs, semble-t-il. D'après la forme, ce qu'on voit sur la planche, c'est plutôt le jeu de Narn, l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui le backgammon, sur lequel il existait par ailleurs, il y avait des traités sur les échecs, mais il y avait un traité sur le jeu de Narn, qu'on appelait le Nev Ardashir. Et vous voyez ici, eh bien, on voit le vainqueur. Il lève la main parce qu'il a marqué le coup final. Bien. En bas, alors, voilà, participant, disons, servant le banquet, un personnage qui a, vous reconnaissez le couvre-bouche devant la bouche, mais ici, ce n'est pas un prêtre, c'est un serviteur. On sait que ces couvre-bouches pouvaient être aussi portés par des serviteurs parce que leur souffle impur aurait risqué, n'est-ce pas, le thème extrêmement actuel aujourd'hui, de contaminer les maîtres. Et encore au XIXe siècle, dans les grandes familles arméniennes, les serviteurs servant à table avaient un mouchoir noué devant la bouche. Bon, ici,
un riton à boire, le vin qui décante, vous voyez ici sur des perches, on voit tout simplement on a le vin dans l'outre ici et il est en train de décanter dans le vase. Et ici une scène qui combine des lutteurs et un acrobate. Ils sont en train de se livrer à la lutte sur le corps ployé d'un. Donc évidemment, ce sont les fêtes d'un banquet, ce sont les performances qui accompagnent un banquet de mariage. Alors, il faut savoir que dans ce répertoire, et dans le répertoire royal, il y a quelque chose qu'on ne voit jamais, c'est le banquet royal collectif. On ne voit jamais le souverain offrir un banquet, régalant ses fidèles avec un banquet. Alors que, curieusement, c'est un type de répertoire qui est bien répandu dans la peinture sogdienne, par exemple, et également dans l'art parthe. Pas du tout dans l'Iran sassanide. Harper interprète ça, pense qu'il y aurait peut-être un tabou à cause du caractère sacramentel de la prise de nourriture en milieu zoroastrien. Prendre la nourriture, c'est un sacrement. On met en cause deux divinités, Hordad et Amurdad, on dit les grâces avant, on dit les grâces après, et donc ça aurait pu être banni du répertoire iconographique. Bon, ceci dit, on montre des banquets, mais c'est toujours des banquets de couple. Ça n'est jamais des banquets collectifs. Oh, alors qu'on en a beaucoup en Sogdiane. Bien. Alors, je termine avec une idée qui m'est venue en préparant le cours. Voilà un plat qui est au musée, qui était à l'exposition. Il est au Louvre. Une coupe à boire allongée de type lobé. Bon, c'est un type très connu. Vous voyez ici, les motifs sont très curieux. On a de la vigne. On a ici, je vais y revenir, deux enfants vraiment très très chétifs qui flottent dans les eaux, qui gigotent, et puis une femme qui tient un vase, et alors les enfants sont au milieu des longs côtés, et au milieu des petits côtés, on a, alors je m'excuse, la qualité des images est très mauvaise, mais comme je n'ai pas pu avoir la photo à temps, la photo originale, donc j'ai repris du catalogue Cernouchi. Voilà ces enfants, et ici, le buste d'une femme, flanqué de deux bustes, disons, de personnages jeunes. Alors, je vais tout de suite vous dire à quoi je pense. Je pense qu'il s'agit d'une mère de jumeaux. Elle est représentée ici avec ses enfants devenus adolescents. Le père, il est nulle part. La mère, les jumeaux. Et ici, on aurait les jumeaux en question au stade embryonnaire, au moment où ils se sont divisés. Alors le canard, il y a une explication. Alors, ça peut paraître extrêmement hardi comme explication, mais il se trouve que une communication récente donc, de Samra Zarnouch à l'Académie a attiré l'attention sur la connaissance très précise qu'avait le clergé sassanide du développement embryonnaire, avec un vocabulaire technique. Alors là, je vais tout simplement vous faire lire les extraits dans sa traduction. Le moment où le fœtus se met à bouger, le moment et les indices qui indiquent le sexe de l'enfant, le moment où se dessine l'apparence du fœtus et de ses membres, lequel des membres devient opérationnel en premier, et les différentes étapes jusqu'à l'accomplissement de la forme corporelle. Et là, j'ai mis en rouge ce qui, à mon avis, est illustré sur le plat. Donc, se met à bouger, les indices qui indiquent le sexe, on va voir ça. Le moment de la formation des membres après la création complète de la forme du corps. Et enfin, l'action opérée sur l'enfant
dans l'utérus, depuis la poche amniotique, ils avaient un mot pour la poche amniotique, Madagangarb, la cavité des femelles, jusqu'à son accomplissement dans les limites de celle-ci. Or, que voit-on? On voit deux enfants d'un aspect tout à fait inhabituel. Ils sont vraiment très graciles. Hein, très graciles. Bon, on leur a mis un petit collier quand même pour faire joli. Et puis, celle-là, on lui a mis des seins. Mais à mon avis, ce n'est pas du tout réaliste. Les seins sont uniquement un marqueur sexuel. C'est pour montrer qu'on a un bébé garçon, un bébé fille. On lui a mis un collier. Bon. Et pour montrer qu'elle en aura un plus tard. Et ils sont complètement, vous voyez, ce n'est pas vraiment des mouvements natatoires, ils sont en train de gigoter, complètement immergés dans un liquide dont ils n'ont pas l'air de sortir la tête. Quant au canard, alors dans la symbolique sassanide, c'est un renseignement que m'a communiqué Samra, ce serait l'indication des eaux calmes. Donc, on n'est pas dans, c'est pour montrer, on n'est pas dans une rivière. On est soit dans un lac, soit dans une poche de liquide, immobile. Et on aurait donc les enfants représentés au stade où ils se différencient. Et ici, n'est-ce pas, plus grands, avec leur mère. Je pense que c'est l'explication. Alors, pourquoi avoir représenté ça? Il faut se rappeler que le plus grand bonheur dont pouvait rêver une mère zoroastrienne, c'était d'avoir des jumeaux. Et oui, ça renvoie aux jumeaux primordiaux, Yima, Yamig, et puis les deux jumeaux ancêtres de la race humaine qui sont issus d'une tige de rhubarbe, etc. Et par ailleurs, mais alors là, bon, je me hasarde dans un domaine très hypothétique, mais ce sont quand même des choses qu'il faut dire. Il y avait un bonheur encore plus grand que d'avoir des jumeaux. C'était de les marier l'un avec l'autre. Parce que c'était la forme la plus parfaite de l'union consanguine. On ne pouvait pas imaginer mieux, parce que du coup, on retrouvait l'intégrité du couple primordial dont était sortie la race humaine. Et à mon avis, et je suis même tellement convaincu de ça que je vais le publier, c'est la célébration d'une mère de jumeaux. Alors, est-ce que ça implique le rêve de les voir mariés? Ça, elle n'est plus là pour nous le dire, mais on est dans cette symbolique. Bien, sur ces terrain très aventureux, mais si on ne se lance pas, on n'arrive à rien. Je vous quitte pour cette année et je vous dis donc à l'année prochaine pour les plats d'Asie centrale qui ne sont pas moins intéressants.